Jusqu'où un homme peut-il tomber avant que ses propres partisans ne réclament sa tête? Le monde entier retient son souffle. Ce qui semblait impensable il y a quelques années est désormais sous les yeux de tous. Une fracture brutale, presque biblique, entre un leader autoproclamé inébranlable et la foule qu'il a autrefois hissé au sommet. Donald Trump, figure polarisante s'il en est, fait aujourd'hui face à une réalité glaçante, la colère de ses propres fidèles. Mais cette fois, ce ne sont pas les médias, ni les démocrates, ni même les institutions américaines qui s'opposent à lui. C'est sa propre base, en furie, en rébellion, en chute libre avec lui. Il ne s'agit pas simplement d'une crise politique américaine. C'est une onde de choc géopolitique qui traverse les continents, une fracture idéologique qui touche de plein fouet l'Europe, et notamment la France. Pourquoi ? Parce que l'ombre de Trump plane toujours sur les stratégies populistes européennes, sur les discours extrêmes, sur l'essor des partis identitaires. Et lorsque le géant vacille, tous ceux qui ont tenté de suivre son modèle commencent à douter, à reculer ou à redéfinir leur position. En observant la scène américaine se décomposer sous les cris, les insultes et les trahisons internes, une question brûle sur toutes les lèvres à Paris, Lyon, Marseille et ailleurs. Et si ce qui se passe aux États-Unis était le miroir déformant de notre avenir, la révolte des bases contre leur propre leader, la fin d'un cycle, la désillusion après l'illusion. Le symbole est puissant, des milliers de voix qui hier encore scandaient « Make America Great Again » tournent aujourd'hui le dos à leur chef historique, dans une atmosphère presque apocalyptique. Des slogans de loyauté se transforment en cris de trahison. Ce n'est pas seulement une défaite politique, c'est une déchirure identitaire profonde. En France, on observe, on analyse, on murmure dans les couloirs du pouvoir, car ce qui est en jeu dépasse la personne de Trump. Ce sont des modèles de gouvernance, des mécaniques de pouvoir, des récits populistes qui prennent l'eau. Les partis qui se sont inspirés de sa stratégie, que ce soit en termes de communication, de polarisation ou de culte de la personnalité, se retrouvent désormais face à un dilemme. Suivre l'homme dans sa chute ou redéfinir complètement leur approche avant qu'il ne soit trop tard. Ce renversement de loyauté n'est pas anodin. Il est révélateur d'un changement de paradigme, d'une fatigue des masses, d'un désenchantement collectif. Aux États-Unis, cela prend la forme d'un rejet presque théâtral. En France, cela pourrait se traduire par un glissement progressif, une mutation silencieuse mais tout aussi puissante. Et c'est précisément là que tout devient fascinant. Car dans les tensions américaines, dans les regards fuyants des figures autrefois pro-Trump, dans les discours soudainement plus modérés de certains candidats européens, se cache peut-être le début d'une recomposition globale des alliances idéologiques. Une recomposition qui pourrait redéfinir les élections à venir, bouleverser les opinions publiques et créer un vide que d'autres, plus extrêmes ou plus modérés, chercheront à combler. Alors que les caméras filment des scènes de chaos à Washington, que les réseaux sociaux explosent d'images de protestations internes et que les experts tentent de comprendre l'ampleur du séisme politique en cours, une vérité s'impose lentement mais sûrement. Nous assistons à la fin d'une ère, ou du moins au début d'un basculement sans précédent. Et vous, que pensez-vous de ce retournement spectaculaire? Est-ce un simple incident ou le début d'une rupture durable entre les peuples et leurs icônes politiques? Votre avis compte, vraiment. L'espace commentaire est là pour ouvrir le débat. Dites-nous ce que cela vous inspire. Peur, espoir, indifférence ou anticipation d'un effet domino en Europe? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sans doute que ce sujet vous interpelle autant que nous. Alors prenez un instant pour liker cette vidéo, c'est un geste simple qui nous aide énormément à faire circuler cette analyse. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. On entre ensemble dans une ère de bouleversements politiques mondiaux. Et ici, on décrypte chaque secousse avec clarté, recul et honnêteté. Préparez-vous, car ce que nous allons vous dévoiler maintenant pourrait bien changer votre façon de voir l'équilibre des forces. Dans longtemps, ils l'ont suivi aveuglément. Ils portaient ses casquettes, reprenaient ses slogans, défendaient ses dérapages comme des preuves de courage politique.
et voyait en lui un symbole de résistance face aux élites. Mais aujourd'hui, l'énergie de cette dévotion semble s'être retournée contre lui avec une brutalité presque biblique. Ce n'est plus l'opposition politique traditionnelle qui menace Donald Trump. Ce sont ceux qui l'ont un jour porté au sommet, ceux qui voyaient en lui le dernier rempart contre un système qu'ils jugeaient corrompu. Cette volte-face n'est pas née du jour au lendemain. Elle s'est construite lentement, insidieusement, nourrie de frustrations accumulées, de promesses non tenues et d'un climat général d'instabilité. Le paradoxe est saisissant. Plus Trump semblait indestructible, plus la base se radicalisait, devenant exigeante, impatiente, presque fanatique. Et lorsqu'un leader adulé cesse de satisfaire la faim émotionnelle de ses partisans, il cesse aussi d'incarner leur colère. Il devient un obstacle, un traître, un imposteur. On l'a vu ces dernières semaines dans des images qui ont fait le tour du monde. Des visages rouges de rage, des cris de déception, des pancartes autrefois louangeuses transformées en attaques acérées. Ce renversement n'est pas qu'un fait divers politique, c'est un révélateur sociologique. Ce que nous voyons ici, c'est la fin d'un pacte tacite, d'un contrat moral non écrit entre une figure messianique et une foule désespérée. Le contrat était simple. Défendez-nous, vengez-nous, battez-vous pour nous. Mais quand la foule estime que le champion n'est plus à la hauteur, elle réclame son sacrifice. Et ce n'est pas un hasard si ce phénomène provoque autant d'échos en Europe, et particulièrement en France. Car la mécanique de la désillusion est universelle. Partout où les populismes ont prospéré, ils l'ont fait en promettant une reconquête, un retour à un âge d'or souvent fantasmé. Et partout, les bases électorales ont fini par comprendre que derrière les discours musclés se cachait parfois une incapacité réelle à changer le système. Cette lucidité brutale, cette sensation d'avoir été trahi, est ce qui rend les anciens partisans si féroces. Ils n'ont pas seulement perdu un chef, ils ont perdu un rêve. Ce sentiment de trahison est d'autant plus dangereux qu'il ne se dirige pas seulement vers la personne de Trump, mais aussi vers le système entier qui l'a laissé échouer. La frustration devient une arme. Et dans une époque saturée par les réseaux sociaux, les rumeurs, les montages vidéo, les discours alternatifs, elle se propage comme une traînée de poudre. En France, on sent déjà le frémissement. Les commentateurs politiques évoquent des mouvements similaires, une montée des tensions au sein même des électorats les plus radicaux. Les partisans de certains candidats extrêmes, s'ils ne voient pas leurs attentes comblées, pourraient eux aussi retourner leur colère contre ceux qu'ils ont portés. Ce chapitre de la révolte interne, aux États-Unis comme ailleurs, marque peut-être le début d'une ère où les figures politiques ne peuvent plus simplement incarner la colère. Elles doivent y répondre concrètement, sous peine d'être dévorées par elle. L'effet miroir avec la France est troublant. Ici aussi, les fractures sont profondes. Ici aussi, les attentes sont immenses. Et ici aussi, la patience semble atteindre ses limites. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse donc la figure de Trump. Il s'agit d'un avertissement lancé à tous ceux qui prétendent incarner une cause sans en assumer les conséquences concrètes. Il s'agit d'une alerte pour les démocraties modernes, pour les systèmes représentatifs fatigués, pour les électeurs désillusionnés qui cherchent encore une vérité dans un monde saturé de récits contradictoires. Et vous, dans tout cela, comment ressentez-vous cette bascule? Avez-vous déjà ressenti cette amertume de la trahison politique, cette sensation d'avoir cru, espéré et d'avoir vu votre foi écrasée sous le poids du réel? Dites-le nous en commentaire. Vous pouvez simplement écrire « J'ai vu cette rupture » ou « Je n'y crois plus ». Chaque mot compte, et surtout chaque voix compte, car c'est à travers vos regards, vos témoignages, vos expériences, que nous pourrons décrypter ensemble les prochaines grandes lignes de notre époque. Ce qui rend la chute d'un leader aussi spectaculaire, ce n'est pas seulement la perte de pouvoir ou d'influence politique, c'est le vide émotionnel qu'elle laisse derrière elle. Trump, plus qu'un président, avait été élevé au rang d'icône culturelle, presque mythologique pour certains. Il incarnait une revanche sociale, une attitude, une posture face au monde moderne. C'est cette symbolique qui s'effondre aujourd'hui, et avec elle,
tout un pan de l'imaginaire collectif américain, un imaginaire dans lequel beaucoup, y compris en France, s'étaient projetés. Car l'impact d'un homme comme lui ne s'est jamais limité aux frontières des États-Unis. Il a redessiné les lignes de fracture entre le peuple et les élites, entre le centre et la périphérie, entre le politiquement correct et la parole brute. Mais lorsque l'icône s'effrite, ce n'est pas simplement une figure politique qui tombe, c'est une partie de l'identité de ses fidèles qui vacille. Cette perte de repère génère une forme de douleur difficile à quantifier, une douleur sociale, existentielle, identitaire. Un malaise que l'on retrouve aujourd'hui dans des groupes Facebook désertés, des forums MAGA devenus amers, ou même dans les regards perdus de ceux qui ont un jour crié « Trump est notre dernier espoir ». Il y a quelque chose d'universel dans cette désillusion, quelque chose qui résonne au-delà de l'arène politique, dans des sphères aussi diverses que la musique, la spiritualité, les mouvements sociaux, voire même dans la culture gaming ou le monde de la tech. Ce type de fracture émotionnelle crée des comportements de repli, de confusion, de radicalisation parfois. On le voit dans les témoignages de certains anciens partisans qui oscillent entre colère et nostalgie, entre besoin de croire encore et tentation de tout rejeter. Ce phénomène n'est pas propre aux États-Unis. En France, nous avons vu ces dernières années des mouvements similaires, avec des figures portées au sommet par une ferveur presque religieuse, puis brutalement rejetées quand elles ont cessé de répondre à l'exigence émotionnelle de leurs supporters. Ce qui est en jeu ici, c'est le lien affectif entre la figure de pouvoir et la foule. Un lien qui, lorsqu'il est brisé, ne provoque pas simplement une rupture politique, mais un choc intérieur, un sentiment d'abandon. Dans les rues américaines, les images de militants brûlant leurs drapeaux, arrachant leurs autocollants ou détruisant leurs pancartes sont autant de gestes symboliques puissants, des gestes de rupture, des gestes de deuil. Et cette scène, aussi dramatique soit-elle, parle directement à l'Europe. Car elle soulève une question que peu osent poser à haute voix. Que se passe-t-il quand le peuple n'a plus personne en qui croire ? Quand chaque figure, chaque projet, chaque leader finit par décevoir ou par trahir. C'est dans ce vide que naissent les monstres, que se forment les discours les plus extrêmes, les plus simplistes. C'est dans cette brèche que se glissent les manipulateurs, les vendeurs de rêves, les prophètes modernes, qu'ils soient politiques, religieux ou même virtuels. La France, comme tant d'autres nations occidentales, traverse cette zone de turbulence émotionnelle. Une fatigue démocratique s'installe, une saturation des promesses, une lassitude face au spectacle politique qui ressemble de plus en plus à une série Netflix sans fin ni résolution. Et au cœur de cette fatigue, un besoin urgent de sincérité, de vision, de solidité. Mais où les trouver quand les symboles eux-mêmes s'effondrent ? C'est là que le parallèle devient dérangeant. Car le Trumpisme n'est pas mort avec Trump. Il a infusé les discours, les stratégies, les algorithmes. Il a redéfini la manière de s'adresser aux foules, de capturer l'attention, de manipuler l'émotion collective. Ce style communicationnel s'est infiltré jusqu'en France, dans les meetings, dans les tweets, dans les formats courts ultra-viraux. Il est devenu un code, une grammaire de la disruption. Et maintenant que l'icône s'effondre, cette grammaire reste. Elle circule librement entre partis, influenceurs, analystes. Elle structure une nouvelle forme de récit politique basée sur l'intensité, la réaction, l'adhésion immédiate. Ce n'est plus le programme qui compte, mais la capacité à incarner un rejet. Et quand cette incarnation faillit, elle laisse derrière elle un champ de ruines idéologiques. Alors que les flammes du rejet s'étendent, que les réseaux se remplissent de commentaires désabusés, on sent poindre une nouvelle quête, celle de figures capables de réparer, de rassembler, de porter une parole forte sans verser dans le théâtre ou la caricature. Mais cette quête reste fragile, incertaine, et dans l'intervalle, le risque est grand de voir surgir des alternatives encore plus extrêmes, plus chaotiques, plus dangereuses. C'est ce moment que nous vivons. Ce carrefour où l'effondrement d'une figure provoque un réajustement global des attentes populaires. Et vous, qu'est-ce que cela vous évoque ?
Avez-vous déjà ressenti cette fracture intérieure en politique, ce moment où l'on ne croit plus à rien ni à personne? Partagez votre ressenti en commentaire, même un mot suffit, déception, fatigue ou simplement assez. C'est peut-être par ce geste simple que commence une nouvelle forme de conscience collective. Ce que l'on croyait cantonné au théâtre politique américain commence doucement à glisser au-delà des frontières. Ce n'est plus un phénomène isolé, ce n'est plus un séisme local, c'est une onde de choc qui se propage, un effet domino silencieux, mais puissant, qui interpelle les démocraties du monde entier. Et en première ligne de cette observation inquiète, il y a l'Europe, il y a la France. Car dans la déstabilisation d'un mythe comme Trump, les équilibres symboliques qui ont structuré les nouvelles droites occidentales depuis une décennie commencent eux aussi à chanceler. Ce n'est pas qu'un homme qui tombe, c'est un modèle d'incarnation politique qui se fissure. C'est une manière de faire campagne, de gouverner, de manipuler les émotions qui vacillent sous le poids de ces contradictions. Les stratèges politiques européens l'avaient bien compris. Trump n'était pas un accident, il était un prototype. Un test grandeur nature de ce qu'une campagne centrée sur l'ego, la provocation et le rejet pouvait produire comme adhésion. Et les résultats avaient été fascinants. Une base mobilisée, une couverture médiatique permanente, une polarisation sans précédent. Les partis européens, qu'ils soient populistes de droite ou contestataires de gauche, ont beaucoup appris en observant cette dynamique. Ils ont copié les formats, imité les punchlines, adopté les codes. Mais à présent que la machine américaine semble s'enrayer, la question se pose, que faire quand le modèle commence à s'effondrer? En France, ce questionnement est palpable. Il traverse les états-majors, les plateaux télé, les commentaires en ligne. Ceux qui avaient vu en Trump un révélateur de la crise des démocraties libérales se demandent si sa chute ne va pas précipiter la leur. L'électorat français, souvent plus sceptique, plus critique, observe avec attention. Mais il est aussi profondément influencé par les tendances globales. L'antisystème a franchi les océans, la méfiance envers les institutions s'est mondialisée et la quête d'un leader charismatique, disruptif, voire messianique, est aussi présente à Marseille qu'à Miami. Ce qui se joue ici, dans ce va-et-vient entre l'Amérique et l'Europe, c'est une reconfiguration du langage politique. Car si l'on ne peut plus se reposer sur les figures d'hommes forts comme Trump, que reste-t-il? L'Europe doit-elle elle aussi renoncer à ses archétypes de leaders provocateurs ou va-t-elle assister à une mutation encore plus radicale de ce type de personnage, plus numérique, plus insaisissable, plus dangereux? En parallèle, les mouvements citoyens, eux aussi, cherchent une nouvelle narration. Ils scrutent l'échec américain pour en tirer des leçons. Certains y voient un avertissement. La personnalisation extrême du pouvoir est un piège. D'autres, plus cyniques, n'y voient qu'un recalibrage stratégique. Les lecteurs ne changent pas, seule la mise en scène doit évoluer. Et dans cette incertitude, la France joue un rôle central. Elle est à la fois observatrice et terrain d'expérimentation. Car notre pays possède une tradition politique unique, où la rue peut renverser un gouvernement, où une figure solitaire peut bouleverser tout un paysage électoral. Ce potentiel de basculement est là, latent, prêt à se réveiller. Et ce qui se passe actuellement aux États-Unis pourrait bien agir comme un catalyseur. La désillusion américaine devient une sorte de miroir tendu à l'électorat français. Voici ce qui arrive quand on mise tout sur une figure, sur une image, sur un discours sans colonne vertébrale. Il y a aussi une autre dimension à ne pas négliger, l'impact émotionnel de cette chute sur les soutiens indirects. En France, de nombreux sympathisants des idées trumpistes, sans forcément s'identifier au personnage, ressentaient dans son ascension une forme de validation de leur colère. Une preuve que l'on pouvait encore tout bousculer, même dans une démocratie verrouillée. À présent que cette figure chancelle, que les fondations craquent, un nouveau sentiment émerge, la solitude, une impression de se retrouver à nouveau sans repère, sans horizon, sans espoir tangible. Et ce vide, s'il n'est pas comblé, peut devenir un appel d'air pour des discours bien plus radicaux. La mondialisation de l'indignation,
l'universalité de la fatigue politique, le désespoir face à la complexité du réel. Tout cela dessine une ère d'angoisse où les réponses simplistes gagnent du terrain. Mais là où certains voient une menace, d'autres entrevoient peut-être une opportunité, une chance de reconstruire, de reformuler, de repenser le lien entre les peuples et leurs représentants. Encore faut-il oser regarder les signaux faibles. Encore faut-il accepter que la chute d'un modèle américain n'est pas qu'un spectacle lointain, mais un avertissement intime. Et vous, dans tout cela, vous sentez-vous concerné? Vous arrive-t-il de regarder la politique comme un miroir brisé? Dites-le nous en commentaire. Laissez simplement le mot « miroir » ou « fracture » si vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre. Votre ressenti nourrit ce débat et votre voix compte, maintenant plus que jamais. Ce qui est peut-être le plus troublant dans ce que nous vivons actuellement, c'est la manière dont le chaos a cessé d'être perçu comme une exception pour devenir une nouvelle normalité. Ce glissement sémantique, presque imperceptible, modifie profondément notre rapport à la politique, à la société, à l'information. On ne s'indigne plus aussi facilement qu'avant. Les chocs s'accumulent, mais l'émotion collective semble émoussée. Comme si, à force d'être exposés à l'instabilité, nous avions développé une forme d'immunité émotionnelle. Pourtant, ce n'est pas un signe de santé démocratique, c'est un signal d'alarme silencieux. La chute symbolique de figures telles que Trump, le vacillement des structures de pouvoir qu'il a contribué à miner et les tensions internes qui explosent au grand jour ne sont pas simplement des faits politiques. Ils incarnent une mutation profonde du climat psychologique des sociétés modernes. Aux États-Unis, comme en Europe, une fatigue généralisée s'installe, une fatigue cognitive causée par la surinformation, une fatigue affective provoquée par des espoirs déçus. Et surtout, une fatigue morale, face à l'impression que les lignes de ce qui est acceptable ou inacceptable ont été brouillées de manière irrémédiable. Dans cet environnement, les institutions traditionnelles ont de plus en plus de mal à jouer leur rôle stabilisateur. Même les médias, censés éclairer, sont pris dans un tourbillon de contenus viraux, de récits concurrents, de stratégies de captation de l'attention qui privilégient le sensationnel au détriment du fond. La vérité devient un produit parmi d'autres, à consommer, à partager, à déformer selon ses préférences. Et dans cette jungle informationnelle, les figures fortes, même déchues, continuent d'exister comme des repères affectifs. Elles deviennent des symboles de résistance pour certains, des cibles obsessionnelles pour d'autres, mais rarement des objets de réflexion sereine. En France, cette ambiance de désordre feutré commence aussi à imprégner les comportements politiques. Il ne s'agit pas seulement de divisions idéologiques classiques, il s'agit d'un climat d'imprévisibilité permanente, où la moindre déclaration, la moindre polémique, la moindre image peut faire basculer une opinion publique déjà instable. La politique devient un théâtre sans entracte, une série sans pause. Et dans ce contexte, la question de la stabilité devient presque secondaire. Ce qui importe désormais, c'est la tension dramatique, le choc, l'émotion instantanée. Les codes du divertissement ont pris le dessus sur ceux de la gouvernance. Ce phénomène est d'autant plus inquiétant qu'il affaiblit le lien de confiance entre les citoyens et l'idée même de représentation. Si tout est instable, si tout peut changer d'un jour à l'autre, pourquoi s'engager? Pourquoi croire? Pourquoi voter? Le désengagement silencieux gagne du terrain. Les urnes se vident pendant que les réseaux sociaux se remplissent. L'indignation devient performative. La colère devient esthétique. On ne milite plus, on réagit. On ne construit plus, on s'indigne à la vitesse d'un tweet, d'un reel, d'une story. Et pourtant, dans cet apparent chaos, quelque chose d'encore plus profond se joue. Une transformation souterraine des attentes collectives. Ce n'est pas un rejet total de la politique qui s'installe, mais une quête renouvelée de sens. Les gens ne veulent plus seulement des figures charismatiques ou des slogans chocs. Ils cherchent des récits cohérents, des visions qui résistent au temps, des engagements qui dépassent les effets de manche. C'est là que le véritable défi commence. Car comment reconstruire un lien social durable quand les fondations émotionnelles sont fragiles?
quand les repères sont brouillés, quand les élites ne semblent plus capables d'incarner autre chose qu'une gestion de crise permanente. La France n'est pas épargnée. Elle est même parfois en avance sur ce terrain. Nos mouvements sociaux l'ont montré. La colère peut jaillir à tout moment, sans leader, sans revendication claire, mais avec une force irrépressible. C'est la société elle-même qui gronde, qui parle, qui hurle parfois, sans médiation. Et cela rejoint parfaitement ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Trump n'est qu'un symptôme parmi d'autres. Le véritable sujet, c'est l'état émotionnel des démocraties occidentales. Une fatigue intérieure qui devient terrain fertile pour toutes les ruptures. Alors oui, il est temps de poser la question. Avons-nous appris à vivre dans le chaos? Et surtout, que faisons-nous de cette nouvelle normalité? Acceptons-nous l'idée que l'instabilité est désormais la règle du jeu? Ou bien allons-nous enfin chercher à en sortir, à réinventer un lien, une structure, une parole qui puisse apaiser, reconstruire, rassembler? À vous de nous le dire. Avez-vous l'impression que le chaos est devenu banal, commenté avec les mots « fatigue démocratique » ou « normalisation du désordre » si ce que vous venez d'entendre vous parle? Vos mots sont des éclats de lucidité dans le bruit ambiant, et ici, on les écoute. À force d'absorber les crises comme un rythme de fond, à force de banaliser la surprise et de normaliser le désordre, une autre mutation s'opère dans le silence des replis individuels, l'installation d'un vide. Un vide à la fois idéologique, émotionnel et narratif. Il ne s'agit plus seulement de la chute d'un leader, ni de l'instabilité d'un système, mais d'un état d'apesanteur dans lequel plus rien ne semble pouvoir incarner l'avenir. C'est dans ce vide que la société glisse doucement, sans bruit, sans révolte apparente, mais avec une lourdeur qui finit par peser sur chaque regard, chaque discussion, chaque vote, chaque absence de vote. Ce vide n'est pas une absence totale. Il est rempli de doutes, d'anxiété, de projections contradictoires. Il est plein de voix qui ne trouvent plus d'écho, de récits interrompus, de combats sans suite. Après la tempête de la polarisation, vient cette phase étrange où même la confrontation perd de sa substance. On ne croit plus assez fort pour s'indigner, on ne s'attache plus assez pour défendre. Ce désengagement froid est peut-être plus dangereux que la colère elle-même, parce qu'il affaiblit les réflexes collectifs, parce qu'il rend la société perméable à tout, y compris au pire. Et ce vide, certains savent l'exploiter. Dans les cercles stratégiques, dans les think tanks, dans les laboratoires idéologiques, on a bien compris qu'une population désorientée est une population modelable. Ce que l'on présente comme une crise démocratique peut très vite devenir une opportunité pour imposer un nouveau récit, un nouvel ordre, une nouvelle figure. Les prochaines grandes manipulations politiques ne viendront peut-être pas du bruit, mais du silence. De ce silence social où l'on attend sans trop y croire, où l'on consomme plus qu'on ne participe, où l'on se protège en restant à distance de tout. La France, encore une fois, n'est pas à l'abri. Ce vide se perçoit dans le ton des débats, dans l'absence d'enthousiasme réel, dans le cynisme croissant envers toutes les offres politiques. On se méfie même de ceux qui promettent la reconstruction, car cette promesse a déjà été galvaudée tant de fois. Il ne reste que des fragments de croyances, des réflexes identitaires, des bulles émotionnelles qui se forment et se déforment selon les événements. Et dans cet état flottant, les figures extrêmes, qu'elles soient de droite ou de gauche, trouvent un terrain fertile, non pas parce qu'elles proposent une solution cohérente, mais parce qu'elles remplissent un vide. Elles occupent l'espace, elles nourrissent l'imaginaire, même quand elles effraient. Il faut aussi parler ici du rôle des nouvelles technologies dans cette stratégie du vide. Les algorithmes de recommandation, les bulles de filtre, les logiques d'engagement numérique participent à entretenir une sensation d'animation permanente, tout en enfermant l'individu dans une chambre d'écho confortable. Ce n'est plus la réalité qui dicte le tempo de la réflexion, mais l'émotion, l'instant, la confirmation de ce que l'on croit déjà. Dans ce contexte, la parole politique perd sa densité. Elle devient un contenu parmi d'autres, qui doit être court, viral, provoquant, au risque sinon de disparaître totalement dans le flux. Et au milieu de tout cela, une question revient sans cesse.
Qui osera rompre avec cette mécanique? Qui osera parler longuement, profondément, sans céder à la facilité du buzz? Qui osera tendre la main à une population qui n'attend peut-être plus rien? Mais qui pourrait être surprise encore? Ce pari est risqué. Il demande du courage, de la cohérence, de la patience. Il demande aussi de croire que même dans un monde saturé de bruit et de vide, la parole sincère peut encore toucher, éveiller, déplacer. Mais pour que cela fonctionne, il faut d'abord admettre que le vide est là, et qu'il n'est pas neutre, qu'il n'est pas passif, qu'il est le théâtre invisible où se préparent les prochaines grandes bascules. Ce que nous voyons en ce moment aux États-Unis n'est qu'un prélude. La scène est mondiale. Les dynamiques sont connectées. Les émotions circulent. Les failles se ressemblent. Et si la France veut éviter le piège du repli, de la résignation ou de l'adhésion aveugle au prochain perturbateur à la mode, elle doit commencer par écouter ce vide, le nommer, le comprendre. Car tant que ce vide existera, il sera comblé par les pires fantasmes ou les plus beaux élans. À nous de décider ce qui l'habitera. Et vous, ressentez-vous ce vide, ce flottement collectif qui laisse un goût d'après sans avoir connu de réel avant? Commentez avec les mots « vide social » ou « après le chaos » si ce passage vous parle. Vous pouvez aussi partager une phrase qui vous traverse l'esprit à l'écoute de ces mots, même une émotion brute, un ressenti immédiat. Ici, chaque commentaire construit un peu plus la clarté dans ce brouillard ambiant. Dans ce vide qui s'est installé après la saturation du chaos, un autre phénomène commence à émerger discrètement, mais puissamment. La désintégration des récits collectifs. Ces récits, qui autrefois servaient de repères identitaires, de fondations morales, d'architecture symbolique, semblent aujourd'hui s'effondrer les uns après les autres, comme des dominos usés par le temps, les mensonges et les désillusions. Ce ne sont plus seulement les figures politiques qui chutent, mais les histoires mêmes dans lesquelles elles s'inscrivaient. Les grandes promesses de rédemption, de grandeur retrouvée, de renaissance nationale perdent peu à peu leur pouvoir de fascination. Ce phénomène est profond, car il touche à la structure même de la mémoire collective. Il touche à ce que les peuples choisissent de croire, de défendre, de transmettre. Aux États-Unis, le récit fondateur du rêve américain s'est fissuré sous le poids des divisions raciales, des inégalités économiques, de l'érosion des institutions. Le trumpisme avait promis d'en restaurer l'essence, mais il n'a fait que le caricaturer, le détourner jusqu'à le vider de sa substance. Et aujourd'hui, même ses partisans les plus fervents peinent à le défendre sans hésitation, sans arrière-pensée, sans malaise. Ce qui revient dans leurs discours, ce ne sont plus les slogans pleins d'espoir, mais des refrains de frustration, des soupçons de trahison, des fragments de colère sans direction. En France, les récits s'effilochent eux aussi. Celui de la République indivisible, celui du progrès universel, celui de l'exception culturelle. Tous ces piliers sont remis en question par des courants qui ne veulent plus croire à la cohésion, à la méritocratie ou à l'avenir radieux promis par les générations précédentes. Dans ce climat de scepticisme généralisé, même les idéologies les plus structurées semblent vieillir mal. La droite républicaine cherche ses repères. La gauche peine à retrouver une vision lisible. Les extrêmes prospèrent sur l'effondrement des récits, mais peinent à en construire de nouveaux qui ne soient pas uniquement basés sur le ressentiment ou la peur. Ce manque de récits solides est une vulnérabilité majeure, car l'être humain a besoin de sens, de narration, de symboles. Même dans un monde ultra-technologique, ultra-connecté, c'est le récit qui fait tenir une société. C'est lui qui donne une direction, qui structure les ambitions, qui transforme l'individuel en collectif. Sans récit partagé, chaque trajectoire devient solitaire. Chacun s'informe à sa manière, interprète les faits selon ses croyances, se forge des vérités sur mesure. Cela donne l'impression d'une hyper-liberté, mais en réalité, c'est un terrain miné où la confusion règne, où la manipulation prospère. Les populismes, de droite comme de gauche, ont très bien compris cette faille. Ils ne proposent pas toujours des solutions claires, mais ils proposent des récits puissants, simples, émotionnels. Ils redonnent du sens
à travers des fictions identitaires, des scénarios de reconquête, des visions apocalyptiques suivies de renaissance. Et même si ces récits sont parfois bancals, mensongers ou dangereux, ils ont le mérite de parler à un vide que plus personne n'ose nommer. La politique traditionnelle, quant à elle, reste souvent muette, prise au piège entre une rationalité froide et une peur panique de mal dire. Dans ce contexte, le rôle de la narration devient central. Ce ne sont pas les faits qui déterminent les choix politiques, mais les histoires qu'on raconte autour de ces faits. Le storytelling n'est pas un outil de communication, c'est une arme de mobilisation, une force de structuration psychologique. Et lorsque les récits dominants se délitent, ce sont d'autres récits souterrains, souvent toxiques, qui prennent leur place. C'est exactement ce que l'on observe dans les forums complotistes, dans certaines chaînes alternatives, ou dans des univers numériques comme les métaverses idéologiques, où des jeunes, perdus dans un monde sans repères, se forgent des identités dans la rébellion, l'anonymat ou la radicalité. Ce phénomène ne doit pas être vu comme une mode, mais comme un basculement durable. Une société qui ne raconte plus d'histoires partagées ne peut pas durer. Elle se fragmente, se polarise, se consume de l'intérieur. Et si rien n'est fait pour renouveler ces récits, pour les rendre à nouveau vivants, sincères, concrets, alors les fractures actuelles ne feront que s'approfondir. C'est là que le rôle de chacun devient crucial, car ce ne sont pas les élites seules qui peuvent écrire les nouveaux récits. Ils doivent émerger de la base, des communautés, des vécus, des mémoires individuelles reliées entre elles. Et vous, quel récit avez-vous vu s'effondrer autour de vous ? Y a-t-il des idées, des croyances, des espoirs auxquels vous croyiez il y a 5 ans et qui aujourd'hui vous semblent vides ou dépassés? Partagez cela en commentaire. Même un mot, une phrase, une image mentale. Vous pouvez écrire « Mon récit s'est brisé » ou « Je cherche encore un sens » si vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre. Parce que dans ce grand silence narratif, chaque mot sincère devient une lumière. Dans ce monde où les récits s'effondrent et où le vide s'installe, un autre changement profond s'opère presque sans bruit. La transformation des citoyens en spectateurs. On ne vit plus la politique, on la regarde. On ne participe plus, on commente. Ce glissement culturel, nourri par les réseaux sociaux, les formats courts, les flux constants d'images et d'opinions, modifie radicalement la manière dont une société se pense et se projette. La politique, autrefois vécue comme un engagement de terrain, s'est peu à peu déplacée vers le territoire du divertissement, avec ses codes, ses héros, ses scandales, ses clashs, ses rebondissements et ses cliffhangers. Tout est devenu image, tout est devenu perception. Ce qui compte n'est plus seulement le contenu d'un programme, mais la manière dont il est présenté, découpé, relayé. Le discours politique s'ajuste à la grammaire visuelle d'Instagram, au rythme nerveux de TikTok, à l'esthétique du vlog ou du podcast. Même les meetings ressemblent désormais à des shows, et cette transformation n'est pas anodine. Elle change en profondeur la façon dont les individus se positionnent. On suit un candidat comme on suit une série, on défend une cause comme on défend un influenceur préféré. On s'indigne, puis on passe à autre chose, happé par le prochain scandale ou le prochain drame à l'autre bout du monde. Ce phénomène crée une distance émotionnelle, une illusion de proximité qui masque une véritable déconnexion. On croit participer parce qu'on partage, on commente, on like, mais en réalité on est passif, on observe, on consomme. Et plus ce mode de relation s'installe, plus il devient difficile de mobiliser réellement. On assiste alors à un paradoxe inquiétant. Jamais les opinions politiques n'ont été aussi visibles, aussi bruyantes, aussi omniprésentes dans l'espace public. Et pourtant, jamais l'engagement réel, dans la rue, dans les urnes, dans les structures, n'a été aussi faible. Cette posture de spectateur n'est pas le fruit du hasard. Elle a été façonnée, encouragée, exploitée, car un citoyen qui regarde sans agir est bien plus facile à gérer qu'un citoyen en mouvement. L'économie de l'attention a tout intérêt à maintenir les individus dans cet état d'alerte molle, de réactivité constante mais sans conséquence.
Tout est conçu pour retenir l'attention sans libérer l'action. Même les indignations sont calibrées. On vous sert les injustices comme on sert des épisodes de série, avec un timing précis, une esthétique travaillée, une dose calculée de choc et d'émotion. Mais ce qui est en jeu ici dépasse largement la communication politique. Ce que nous vivons est une redéfinition complète de la citoyenneté. Quand tout devient spectacle, que reste-t-il du collectif? Quand chacun se met en scène, que devient le commun? La démocratie a besoin d'une implication réelle, d'un lien organique entre les individus et les structures. Elle ne peut pas survivre uniquement à travers des stories ou des hashtags. Et pourtant, c'est le chemin que nous prenons lentement, en souriant parfois, en partageant une vidéo ou en relayant une punchline qui nous fait vibrer quelques secondes. En France, les effets de cette mutation sont déjà visibles. Les grands débats s'épuisent faute de profondeur. Les campagnes électorales se résument à des séquences virales. Les désaccords deviennent des clashs. Et dans cette ambiance saturée d'images, la pensée se fragmente. On passe d'un sujet à l'autre sans construire de cohérence. On change d'avis au rythme des montages. Le citoyen devient zappeur. Le militant devient influenceur. Le message devient produit. Face à cela, une question s'impose. Est-il encore possible de reprendre le contrôle du récit, de réapprendre à écouter sans juger trop vite, de reconstruire une culture politique qui ne soit pas dictée par l'algorithme? Cela demande un effort de ralentissement, de recentrage, de réhumanisation. Cela demande aussi du courage, celui de sortir du confort de l'écran, du plaisir de l'observation, pour entrer dans le réel, avec tout ce qu'il comporte d'imparfait, de complexe, de conflictuel parfois. Ce n'est pas simple, ce n'est pas immédiat, mais c'est peut-être la seule voie possible pour ne pas devenir définitivement des spectateurs de notre propre effondrement. Et vous, où vous situez-vous dans ce paysage? Êtes-vous encore acteur ou êtes-vous devenu observateur? Avez-vous parfois ce sentiment étrange de tout voir, tout savoir, mais de ne plus rien pouvoir faire? Si ce chapitre vous a touché, commentez avec les mots « je regarde trop » ou « je veux agir ». Ou racontez en une phrase ce moment où vous avez senti que votre engagement s'était transformé en simple réaction à l'écran. Parce que vos mots, vos prises de conscience peuvent inspirer d'autres à sortir eux aussi du silence numérique. Dans ce monde saturé d'images, de récits brisés et de tensions diffuses, une autre mutation silencieuse transforme nos sociétés en profondeur. La montée inexorable de la solitude connectée. Un paradoxe étrange s'installe. Jamais l'humanité n'a été aussi reliée technologiquement, aussi perméable aux flux d'informations et aux réseaux d'opinion. Et pourtant, jamais elle ne s'est sentie aussi seule. Cette solitude n'est pas seulement sociale, elle est existentielle, politique, culturelle. Elle est le fruit d'un effritement progressif des appartenances, d'un épuisement de la confiance, d'un brouillage des repères qui structuraient autrefois le collectif. Là où les générations précédentes vivaient la politique comme un espace de rencontre, de confrontation et de construction de sens, les citoyens d'aujourd'hui la vivent souvent comme un spectacle lointain ou une source d'angoisse diffuse. La promesse démocratique, censée nous relier les uns aux autres par la parole, le vote, la délibération, s'est peu à peu diluée dans une interface froide. On clique, on commente, on partage, mais à qui? Dans quel but réel? L'écran devient un mur plus qu'une fenêtre, un miroir sans reflet. Et dans cette interaction numérique permanente, le sentiment d'appartenance diminue, remplacé par des liens faibles, volatiles, conditionnés par l'algorithme et l'instant. Ce phénomène est loin d'être anodin. Il affecte la capacité même des sociétés à s'organiser, à faire communauté, à résister ensemble. La solitude connectée affaiblit le tissu social. Non pas parce qu'elle isole physiquement, mais parce qu'elle isole mentalement. On peut être entouré de milliers de notifications et pourtant se sentir sans ancrage. On peut suivre des débats entiers sur la géopolitique, l'écologie ou les droits sociaux et avoir l'impression que rien de tout cela ne nous concerne vraiment, que tout se passe ailleurs, dans une autre sphère, inaccessible, flottante. Et pourtant, cette impression de déconnexion n'est pas toujours le reflet d'un désintérêt. Au contraire, elle cache souvent une forme de fatigue émotionnelle.
Le trop-plein d'informations, la succession rapide des crises, la polarisation permanente nous use, nous désensibilise. Ce que nous appelons indifférence est parfois simplement une forme de protection intérieure, une manière de ne pas sombrer. Mais à force de se protéger, on finit par se détacher. Et ce détachement devient structurel. Il devient un mode de vie, une manière de naviguer dans un monde qui ne semble plus contenir de port sûr. En France, cette solitude connectée s'observe de manière frappante chez les jeunes générations. Ceux qui, après avoir grandi dans un monde hyper liquide, cherchent désespérément des formes d'ancrage, des causes sincères, des combats qui ne soient pas récupérés ou transformés en marchandises médiatiques. Certains se replient dans le militantisme digital, d'autres dans les communautés virtuelles, d'autres encore dans le silence. Ils ne sont pas absents, ils sont en attente d'une parole vraie, d'un geste concret, d'un regard qui ne soit pas filtré. Cette attente, malheureusement, est souvent exploitée. Certains mouvements politiques l'instrumentalisent pour créer des bulles idéologiques fermées. D'autres l'ignorent, préférant s'adresser à une base fidèle plutôt que d'aller à la rencontre de ces électeurs silencieux, désorientés mais profondément lucides. Le risque est alors immense que ce sentiment de solitude se transforme en cynisme absolu, en rejet total du politique, voire en fascination pour des modèles autoritaires qui promettent au moins une forme de clarté. Mais tout n'est pas perdu, car dans cette solitude, dans cette attente, il existe aussi une possibilité, celle de renouer, de reconstituer des espaces de dialogue, d'imaginer des récits communs, non pas imposés d'en haut, mais construits depuis les marges, depuis les expériences vécues, les fragilités partagées. Ce travail demande du temps. Il demande de ralentir, d'écouter, de faire place au doute, à la nuance, à la complexité. Il demande aussi du courage, car il ne produit pas de buzz, il ne génère pas de clash. Mais c'est précisément ce qui le rend précieux. Et vous, dans ce tumulte constant, avez-vous parfois ressenti ce vide au cœur du lien? Ce moment où même entouré de tout, vous vous sentez comme déconnecté de l'essentiel. Si cela vous parle, prenez un instant pour l'écrire en commentaire. Vous pouvez simplement écrire « Je me sens seul dans le bruit » ou « Je cherche du lien réel ». Parce que vos mots, dans cette mer d'interactions superficielles, peuvent être cette main tendue qu'un autre attendait sans le savoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose, quelque part, a résonné en vous. Alors, maintenant, c'est à votre tour de prendre la parole. Dites-nous en commentaire comment ce contenu vous a touché, quelle émotion vous a traversé, quel passage vous a marqué. Même une phrase, un mot, une sensation, votre ressenti est précieux. Ici, chaque voix compte, la vôtre surtout. Et si ce voyage vous a parlé, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des analyses qui vont au-delà de la surface, qui cherchent à comprendre le monde en profondeur, avec lucidité et humanité. Laissez un like, car c'est ainsi que vous soutenez cette mission. Offrir des contenus qui éclairent, qui questionnent, qui éveillent. Et surtout, ne partez pas maintenant. Le prochain épisode vous attend déjà sur l'écran final. Cliquez, continuez l'exploration, entrez encore plus loin dans les enjeux qui façonnent notre époque. Merci d'avoir été là. À tout de suite dans la prochaine vidéo.